Bonjour mes très chers étudiants, j'espère que tout le monde va bien, bonne année, meilleurs vœux et j'espère que la révision est au top. Voilà, je vais achever la dernière partie du chapitre des enzymes. Donc il nous reste une petite partie dans les activateurs enzymatiques. Donc un activateur est tout simplement une molécule et toute molécule ou toute substance qui se lie à une enzyme, favorisant ainsi son activité. Un inhibiteur, c'est tout à fait le contraire. Ce sont aussi des molécules, de petits points moléculaires, chimiques, qui sont impliqués dans la régulation des métabolismes. Donc, ces effecteurs allostériques sont les plus intéressants car ils jouent un rôle régulateur dans la cellule. On prend comme exemple le fructose 2,6-biphosphate, qui est un activateur de la PFK1, accélère ainsi la glycolyse en réponse à l'insuline. Un autre exemple, l'acétylenzyme A, qui est un activateur allostérique de la pyruvate carboxylase. Un premier mode d'activation, c'est l'activation par des ions. L'exemple, bien sûr, le plus classique, c'est celui des Mg2+, qui sont indispensables dans la réaction impliquant le transfert du phosphoryle. En particulier ceux mettant en jeu l'ADP, soit l'ADP, soit l'ATP. Il est souvent difficile de savoir si un ion est un coenzyme qui fait partie intégrante de l'enzyme ou si c'est un activateur obligatoire. Donc l'ion peut intervenir sur l'enzyme, mais également sur le substrat, et c'est le complexe ion-substrat qui réagit avec l'enzyme. Ainsi, le complexe ATP-Mg2+, agit sur les kinases. Un autre exemple d'activateur d'ion ou de cofacteur, c'est le cas du chlorure, l'ion chlorure Cl-, qui est un activateur de l'amylase salivaire. C'est le cas aussi du zinc, qui est activateur de l'anhydrase carbonique, etc. Donc, plusieurs cofacteurs sont des activateurs des enzymes. Ça, c'est le premier mode d'activation. Un deuxième mode d'activation, c'est l'association à un coenzyme, par exemple le NAD, le FAD, le coenzyme A, etc. Donc, vous avez une partie d'enzyme qui est dans ce cas inactive, est appelée apoenzyme, parce qu'elle est inactive seule, c'est une partie protéique. Elle va se lier à une partie qui est non protéique, c'est le cas du coenzyme, donc il est de nature organique, il est lui-même inactif, et quand les deux s'associent, soit par des liaisons covalentes, soit par des liaisons non covalentes, on aboutit à la formation d'un complexe qu'on appelle l'holoenzyme, dans ce cas active, et là l'enzyme elle est active, elle va faire les réactions. On veut inhiber l'enzyme, c'est la dissociation. Donc ce mode d'activation, c'est par association-dissociation. On associe, on dissocie le coenzyme, et là l'enzyme elle est active, et elle passe par l'état actif-inactif. Un autre mode, mais cette fois d'inhibition, donc c'est un mode d'inhibition dans la régulation des métabolismes, c'est le cas de la synthèse de la L-isoleucine à partir de la L-thréonine. Donc, après une séquence réactionnelle qu'on appelle voie métabolique, donc tout ça, la L-thréonine qui va donner un composé B, qui va donner le C, le D, le E, et jusqu'à arriver à la synthèse de la L-isoleucine, qui est un acide aminé indispensable pour l'homme. Donc, Escherichia coli synthétise la L-isoleucine à partir de la L-thréonine par une longue chaîne métabolique. Donc, ça, c'est une chaîne métabolique ou c'est ce qu'on appelle aussi une voie métabolique. La L-isoleucine, une fois qu'elle est synthétisée, elle va inhiber la première enzyme. Donc, quand la L-isoleucine s'accumule dans le milieu, elle va inhiber la première enzyme qui lui a donné naissance, c'est-à-dire la thréonine des aminases. Donc, la L-thréonine, en présence de thréonine des aminases, elle va donner le bêta, l'acide bêta-cétobutyrique, je pense, donc, qui va donner un autre composé, le C, le D, un autre produit, le E, et enfin, à la L-isoleucine. Donc, sachez que la L-isoleucine est l'inhibiteur, là, une croix qui veut dire inhibe, la thréonine des aminases. Si la thréonine des aminases est inhibée,
il n'y a ni B, ni C, ni D, ni E. Et là, la L-isoleucine va diminuer dans le milieu cellulaire, dans le milieu réactionnel. Ce phénomène est appelé le phénomène de feedback ou la rétro-inhibition. Parallèlement, la D-isoleucine, qui est l'isomère de la L-isoleucine, n'a aucun effet inhibiteur sur cette voie métabolique. Un troisième mode d'activation, c'est ce qu'on appelle activation par action sur la sous-unité enzymatique par association et dissociation. Donc les kinases, les protéines kinases, catalysent la réaction protéine plus ATP donne protéine phosphorylée plus ADP. Donc c'est une réaction de phosphorylation. Les kinases sont des transférases. Ce sont des enzymes qui appartiennent à la classe 2 dans la classification des enzymes. Donc le phosphoryle se combine à un reste de sérine et parfois à un reste de thréonine de la protéine. Parmi les substrats de ces enzymes, citons par exemple les histones, les protamines, la caséine, la phosphorylase kinase, la chaîne légère de la myosine. Donc un grand nombre de protéines kinases sont fortement activées par l'AMP cyclique. Donc ces cas que je viens de citer ont le même mode d'activation grâce à l'AMP cyclique. Comment se fait le mécanisme de l'activation? Donc ce mécanisme d'activation est le suivant. Donc l'enzyme est formée de deux sous-unités. L'enzyme, elle est formée de deux sous-unités. Une sous-unité catalytique qui comprend le site actif et une sous-unité régulatrice qui comprend un site de fixation de l'AMP cyclique. Donc là, il y a un site où se fixe l'AMP cyclique. L'enzyme est ainsi constituée, elle est inactive. D'accord? Donc là, elle est inactive. Le site actif étant dissimulé, donc le site actif qui est là, il est dissimulé, c'est-à-dire qu'il est caché, il est masqué, il est caché. Lorsque l'on ajoute l'AMP cyclique dans le milieu, celui-ci se combine avec la sous-unité régulatrice, il va se combiner à la sous-unité régulatrice, c'est ce qu'on a ici, et la détache ainsi de l'autre sous-unité. Donc il va la détacher de la sous-unité qui porte le site actif qui va fixer le substrat. D'accord? Ce processus, bien sûr, qu'on voit ici, ce processus est irréversible. Donc, il existe des protéines kinases qui sont activées spécifiquement par la GMP cyclique aussi. Il n'y a pas que l'AMP, il y a des protéines kinases qui sont activées par la GMP cyclique. Certaines protéines kinases sont activées par l'ion calcium et non par les nucléotides cycliques, parce que l'AMP cyclique, la GMP, ce sont des dérivés nucléotidiques, comme on l'a dit, trois sources des coenzymes telles que les nucléotides. D'autres protéines kinases, en particulier les chromatinitiennes, ne sont sensibles qu'à des effecteurs très connus. Donc là, une fois que l'AMP cyclique s'attache à l'unité régulatrice, donc elle va dévoiler un site de fixation du substrat et là la protéine, elle devient active. Un autre mode d'activation, c'est l'activation par modification covalente réversible, phosphorylation et déphosphorylation. Donc, il y a des enzymes qui peuvent être phosphorylées réversiblement à partir de l'ATP, bien sûr, sur un ou plusieurs restes de sérine. Parce que qui fait la phosphorylation sont les acides aminés, alcool, sérine, thréonine et tyrosine. Certaines enzymes sont actives sous forme phosphorylée, d'autres sont inactives sous forme phosphorylée, si bien qu'il s'agit d'un mécanisme important de régulation. Ça, c'est un mécanisme très important de régulation que vous allez voir dans le métabolisme. De nombreuses enzymes appartiennent à cette catégorie, en particulier les enzymes intervenant dans le métabolisme des glucides et des lipides. Par exemple, ici, vous avez la glycogène phosphorylase, c'est une enzyme présente dans les tissus des animaux, muscles, foie, etc., catalyse l'hydrolyse du glycogène, qui est un polysaccharide de réserve, en glycose 1-phosphate, pouvant entrer dans les réactions de la glycolyse. Exemple d'activation et d'inactivation de la glycogène phosphorylase dans la glycogénolyse. Donc, vous avez ici la protéine, elle est
non phosphorylé. D'accord? Donc, on revient au mode d'activation par modification covalente réversible, par phosphorylation ou déphosphorylation. Donc, le cas de la glycogène phosphorylase, qui est une enzyme présente dans le muscle et le foie des tissus des animaux. Elle catalyse la transformation du glycogène en glycose 1-phosphate pour emprunter la voie de la glycolyse. Donc, cette enzyme, elle naît, comme vous voyez ici, elle naît sous forme non phosphorylée. Dans le site actif de la glycogène phosphorylase, vous avez un résidu de cystéine, OH, qui est un acide aminé alcool. Cette protéine non phosphorylée, elle est inactive. D'accord? En présence d'une protéine kinase et en présence d'ATP, cette protéine non phosphorylée se transforme en protéine phosphorylée grâce à l'ATP. Et là, elle est sous la forme active. Elle va assurer la transformation du glycogène en glucose 1-phosphate. Donc, l'enzyme, elle est inactive sous forme non phosphorylée, active sous forme non phosphorylée. Ça, c'est le premier cas d'activation par phosphorylation. Or, un autre exemple, mais dans ce cas le contraire, c'est le cas de la glycogène synthétase. C'est l'enzyme qui va au niveau du muscle ou au niveau du foie assurer la synthèse du glycogène. Donc cette enzyme, par contre, elle naît quand elle est synthétisée sous forme phosphorylée, elle est inactive. Et en présence de l'eau et d'une protéine phosphatase, cette protéine phosphatase, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va hydrolyser la liaison ester entre le phosphate et l'enzyme. Et dans ce cas, on libère le PI et on transforme la glycogène synthétase phosphorylée en glycogène phosphorylase, synthétase non phosphorylée qui devient active. Et là, elle va assurer la transformation du G1P en présence d'une amorce en glycogène N+1. Donc ça, c'est le contraire. La glycogène synthétase inactive sous forme phosphorylée, la glycogène phosphorylase inactive sous forme non phosphorylée. Ça, c'est un mode d'activation supplémentaire. Un autre mode d'activation, cette fois activation par protéolyse ou amputation d'un segment peptidique, c'est-à-dire que ces enzymes ne vont pas être phosphorylées ou déphosphorylées, ne se lient pas à un coenzyme, ne se lient pas à un cofacteur pour être actif, mais à ces enzymes, on doit enlever un segment peptidique. On enlève un segment peptidique. Ces enzymes sont appelées les imogènes ou bien les proenzymes, c'est-à-dire que c'est une enzyme qui a un segment supplémentaire qui va masquer, qui va cacher le site actif et rendre ainsi l'enzyme inactive. Ce sont des enzymes qui ne fonctionnent pas encore car leur action est bloquée par un emballage. L'emballage peut être un lien entre deux acides aminés ou plusieurs acides aminés. Donc ces enzymes qu'on appelle, c'est le cas surtout, ce mode d'activation, c'est surtout le cas des protéines de la coagulation, des enzymes protéolytiques de la digestion qui sont synthétisées sous forme inactive appelée proenzymes ou imogènes, comme on vient de le dire. Elles ne deviennent actives que lors de leur sécrétion. Ceci, c'est le cas en particulier, c'est le cas de la trypsinogène, la chymotrypsinogène, fibrinogène, pepsinogène. La plupart de ces protéines, les protéines du système de la coagulation, la thrombine, la prothrombine, le fibrinogène, certaines des protéines du système du complément, etc., la proélastase, la prolipase, les procarboxypeptidases, les prothrombines, tous ces enzymes ou ces protéines sont synthétisées sous forme de zymogènes ou de proenzymes. Ils ont un segment supplémentaire peptidique qui va les empêcher de travailler. Donc, le cas des enzymes protéolytiques, c'est le cas de la pepsine. On a cité la pepsine, la trypsine, la chymotrypsine, les carboxypeptidases. Donc, l'arrivée, comment se fait le mécanisme? Quand vous mangez, l'arrivée du bol alimentaire dans la lumière intestinale, il va provoquer la sécrétion par l'intestin de ces enzymes protéolytiques. Par le pancréas, de la trypsine, la chymotrypsine
Et l'intestin, quant à lui, il va synthétiser une protéine aussi inactive qu'on appelle l'entérokinase. Cette entérokinase, qui était inactive, sous l'action des ions de calcium, en présence d'une concentration élevée d'ions de calcium, elle va se transformer en entérokinase active. Et quand elle est activée, elle va à son tour transformer le trypsinogène inactive en trypsine active en lui amputant, en lui enlevant un hexapeptide. Et là, la trypsine devient active. Et quand la trypsine elle est activée, elle va à son tour activer, donc là, activée, elle va à son tour assurer la transformation de la chymotrypsinogène synthétisée par le pancréas inactive en chymotrypsine active en lui amputant 2 segments peptidiques. D'un autre côté, la trypsine activée par l'entérokinase va assurer la transformation des carboxypeptidases qui sont synthétisées et sécrétées sous forme de procarboxypeptidases en carboxypeptidases qui deviennent actives. Par exemple, la trypsine va aussi activer la proélastase en lui amputant un segment qui se transforme en élastase. Et là, tous ces enzymes activés vont assurer la dégradation des protéines ramenées par l'alimentation. Donc, tous ces enzymes donc activés vont assurer la transformation du bol alimentaire par amputation. Donc, ce mécanisme d'activation se fait par amputation des segments peptidiques. Donc, l'élimination des peptides désimogènes va permettre un changement de conformation de la molécule enzymatique et les acides aminés du site actif qui étaient éloignés se trouvent très rapprochés dans l'espace et l'enzyme devient ainsi active. La pepsine est aussi activée, la pepsine sécrétée par l'estomac, vous le savez, elle est sécrétée sous forme de pepsinogène. Sous l'action de pepsine ou d'ion H+, il y a libération de plusieurs peptides, dont l'un est appelé inhibiteur de la pepsine et formation, dans ce cas, d'une pepsine active. La thrombine, par exemple, les protéines du sang, qui est sécrétée sous forme de prothrombine sous l'action de la thromboblastine et des facteurs de la coagulation sanguine, la prothrombine est activée par un processus protéolytique en thrombine qui agira sur le fibrinogène qu'elle transforme en fibrine et là, assurer la coagulation du sang et protéger notre corps des hémorragies. Le dernier mode ou catégorie d'enzymes, ce sont des enzymes qu'on appelle les isoenzymes. Donc, on va voir un exemple de régulation par les isoenzymes K de la lactate déshydrogénase, la LDH, qu'on a déjà vu dans le cours de l'enzymologie, qui sont des oxydoréductases. Donc, ces enzymes qu'on appelle, cette catégorie d'enzymes qu'on appelle les isoenzymes, sont des enzymes qui catalysent la même réaction chimique, mais ayant des structures différentes. Ces structures différentes, ils sont nommés des isoformes. Des isoformes. Donc, la LDH, on la retrouve sous 5 isoformes, c'est-à-dire sous 5 structures différentes, présentant des vitesses de catalyse et des propriétés de régulation, bien sûr, différentes, distinctes ou différentes. Donc, la LDH, c'est quoi? Bien sûr, on a déjà vu cette réaction dans la classification des enzymes. C'est la lactico-déshydrogénase. Elle va catalyser la transformation du lactate en pyruvate et inversement. Donc, la réaction, dans ce cas, elle est réversible. Donc, en milieu aérobie, elle catalyse la transformation du lactate en pyruvate qui entre dans la néoglycogénèse, la NGG. En milieu anaérobie, elle participe à la glycolyse en hydrolysant le glucose en lactate. Donc, un taux élevé de cette LDH peut révéler soit des lésions tusculaires, soit la présence de cellules cancéreuses.
Donc, la LDH est une enzyme tétramérique de 135 kilodaltons composée de deux types de sous-unités. L'unité H en référence avec le cœur, Hertz, et l'unité M en référence avec le muscle. M qui veut dire muscle et H qui veut dire Hertz. La composition en sous-unités définit 5 formes isomériques ou 5 isoenzymes dont la répartition tissulaire est spécifique. Et la LDH, donc c'est une enzyme intracellulaire ubiquitaire, donc c'est-à-dire qu'elle se trouve partout et elle va assurer la réaction réversible. La LDH étant une enzyme intracellulaire, elle est relarguée dans la circulation sanguine en cas de lyse cellulaire ou d'altération tissulaire. Elle se trouve sous forme, on a dit, sous forme de 5 isoenzymes différents les uns des autres par la nature des sous-unités composant le tétramère. Donc en elle-même, l'enzyme, elle est tétramérique, c'est-à-dire qu'elle est formée de 4 sous-unités et leur distribution tussilaire, bien sûr, elle diffère. Donc la sous-unité H a une affinité très importante pour le lactate, favorisant la transformation d'énergie dans le cycle de Krebs, aérobie. La sous-unité M, quant à elle, est plus efficace en milieu aérobie. Donc au niveau du muscle, on trouve le tétramère formé des sous-unités identiques. Donc on a dit qu'il y a deux sous-unités, la M et la H. Donc au niveau du muscle, c'est surtout la M4 qui est présente, qu'on appelle la I1. Il y a la M4 qui est formée de 4 sous-unités M. Il y a qu'on appelle I1. Il y a la I2 qui est formée de 3 sous-unités M, donc M3H. Il y a la I3 lysoforme ou lysoenzyme I3 qui est formée de 2 sous-unités M et de 2 H, donc M2H2. La I4 qui est formée d'une seule sous-unité M et de 3 sous-unités H. Et la I5 qui est formée de 4 sous-unités H, donc c'est la H4. Là, c'est la M4, la M3H, la M2H2, la M1H3 et la H4. Par exemple, la LDH1, donc il y a 5 isoformes, la LDH1, 2, 3, 4, 5. La LDH1, elle est plus retrouvée dans le cœur. Donc on retrouve plus dans le cœur la LDH1, la LDH2 en moindre degré. Au niveau du rein, on retrouve surtout la LDH2 en plus grande concentration. Au niveau des globules rouges ou les hématies, on retrouve surtout la LDH2. Au niveau du cerveau, on trouve la LDH2 et la LDH3. Au niveau des leucocytes ou globules blancs, on retrouve surtout la LDH3. Au niveau du muscle, c'est surtout la LDH5, M4. Et au niveau du foie, c'est toujours la LDH5 qui sont plus retrouvées. La LDH1, par exemple, LDH1, essentiellement retrouvée en concentration importante dans les hématies et le tissu cardiaque. Sa mesure a été proposée comme marqueur tardif de l'infarctus du myocarde. Donc on peut utiliser le dosage de la LDH à 340 nanomètres en mesurant bien sûr la formation ou la consommation du NADH+, en fonction du pH. La distinction des isoenzymes se fait par électrophorèse sur gel d'agarose et la révélation se fait par la consommation tout d'abord des substrats NAD, du pyruvate, puis une réduction du tétrazolium. Les isoenzymes ont été classés par ordre de mobilité, bien sûr, à l'H1, l'H2, etc. C'est des enzymes qui sont marqueurs d'infarctus du myocarde, de cancer, etc. Donc, on peut doser leur quantité et révéler ou diagnostiquer ainsi une maladie. On récapitule ainsi la régulation de l'activité des enzymes. Vous avez le cas de l'inhibition, où vous avez un inhibiteur qui présente une analogie structurale, il va se fixer sur un site, et là, inhibant soit sur le même site, soit
sur un site différent, inhibant ainsi l'enzyme. Vous avez un mode d'inhibition, plutôt d'activation par protéolyse. Donc, on va amputer un segment à une enzyme et là, l'enzyme devient active. Vous avez un autre mode d'activation par phosphorylation en présence des kinases et inactivation par déphosphorylation en présence des phosphatases. Donc, l'enzyme non phosphorylée, inactive, phosphorylée, active, ou le contraire. Donc, ces réactions sont réversibles. Donc, toutes ces réactions qu'on vient de voir sont réversibles, sauf la protéolyse. Une fois qu'on enlève ce segment peptidique, il ne peut être remis. Donc, c'est une activation par protéolyse irréversible. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. On peut aussi activer une enzyme par association à une sous-unité. Donc, c'est le cas de la MP cyclique ou la GMP cyclique qui vont se lier sur la sous-unité régulatrice, dévoilant ainsi un site où se fixe le substrat. Et là, l'enzyme, elle devient active, soit par la MP cyclique, la GMP ou la calmoduline, qui sont des activateurs de ces enzymes. Un autre mode d'activation, d'inhibition, c'est le cas de l'inhibition par le phénomène de feedback, où le dernier produit formé de la réaction inhibe la première enzyme qui lui a donné naissance. Donc, les cofacteurs, on a déjà parlé de ça dans le premier cours, c'est des corps chimiques intervenant obligatoirement dans une réaction enzymatique pour transporter ou compléter un substrat, pour accepter un produit, comme participant à la structure de l'enzyme, d'accord? Donc, les cofacteurs peuvent être des ions. Certains cofacteurs sont des molécules plus complexes synthétisées par la cellule. C'est le cas des enzymes. C'est le cas, des coenzymes qui dérivent surtout des vitamines. Ces coenzymes, c'est des molécules biologiques intervenant comme cofacteurs indispensables à la catalyse. C'est le cas du NAD, du FAD, du FMN, du FAD, du NADP, etc. Ces coenzymes libres interviennent dans la réaction de manière stéchiométrique, c'est-à-dire que autant il y a de substrat, autant il y a des coenzymes. Liés interviennent dans la réaction de manière catalytique, bien sûr. Ces coenzymes, ils dérivent de quoi? Ils dérivent bien sûr des vitamines. Donc, le cas de la biotine, par exemple, qui est la vitamine H. C'est un cofacteur de carboxylation. Donc, la biotine, qui est le coenzyme dérivant de la vitamine H, est un cofacteur de la carboxylation. Il intervient dans les réactions de carboxylation, c'est-à-dire une réaction où on ajoute le CO2. C'est le cas du pyruvate plus CO2 qui va donner l'AOA, qui joue un rôle dans la voie métabolique qu'on appelle la NGG ou la néoglycogénèse. La biotine est bien sûr fabriquée par des bactéries de la flore intestinale. Il y a aussi la vitamine B12, fabriquée par les bactéries, les champignons et les algues. Elle est indispensable à la formation des cellules sanguines. Les végétariens peuvent manquer de vitamine B12. Pourquoi? Parce que cette vitamine se trouve surtout dans les viandes, le poisson, les œufs et le laitage. Le coenzyme A, dérivé de la vitamine B5, l'acide qu'on appelle l'acide pentothénique. Dans l'organisme, le coenzyme A est souvent associé à un groupement acétyl pour former l'acétylcoenzyme A. Donc, c'est le transporteur d'acyle ou le transporteur d'acétyl. Donc, c'est un coenzyme de transport. Il y a des coenzymes d'oxydoréduction, tels que le NAD, le FAD, le FMN, le NADP. Il y a des coenzymes de carboxylation, c'est le cas de la biotine. Il y a des coenzymes de transport d'acyle, c'est le cas du coenzyme A qui va transporter l'acétyl, qui va transporter les acyles ou les dérivés d'acides gras. Donc, tous ces coenzymes vont intervenir dans les métabolismes des glucides, des lipides et des protéines. Ce sont des coenzymes indispensables et interviennent de façon stéchiométrique. Le coenzyme, le Q10 par exemple, ou l'ubiquinone, ce coenzyme joue un rôle important dans la formation d'ATP dans la mitochondrie lors de la phosphorylation oxydative. Donc, il intervient pour ces réactions de phosphorylation oxydative. Et en plus, c'est un antioxydant. Le coenzyme nicotinamide, la nicotinamide adénine dinucléotide, ou le NADP, nicotinamide adénine dinucléotide phosphate. Ce sont des cofacteurs de réaction d'oxydoréduction, NAD,
NADP, etc., en se transformant du NAD+, état oxydé, à l'état réduit en acceptant des hydrogènes dans les réactions métaboliques. D'accord? Le système NADH a pour fonction de transférer des électrons. Ces coenzymes dérivent de la vitamine B3 qu'on appelle la nicotinamide. Le FAD, quant à lui, qui dérive de la vitamine B2, a comme coenzyme le FAD, le FMN, qui interviennent aussi dans les réactions d'oxydoréduction. On arrive à l'enzyme et les pathologies liées à un déficit enzymatique. Donc, le fonctionnement normal de l'organisme vivant est le résultat de l'action harmonieuse de tous les systèmes enzymatiques. C'est-à-dire que pour que notre organisme fonctionne aisément et de façon harmonieuse, il faut que tous les systèmes enzymatiques fonctionnent bien. Donc, l'enzymose est d'abord introduite en clinique par le biais de l'analyse des enzymes dans les humeurs, les sécrétions, dans les tissus, ce qui révèle parfois des anomalies pathologiques. C'est-à-dire qu'on peut doser ces enzymes dans le sang, le sérum, dans des tissus, dans les humeurs vitrées, etc. Et le dosage de ces enzymes va nous orienter sur le diagnostic, c'est-à-dire quelle est la pathologie qui est présente chez ce malade. Donc, on vous dit ici qu'une activité phosphatasique acide dans le sérum sanguin, si je dose la phosphatase dans le sérum sanguin et que je trouve que son taux est élevé, ceci est caractéristique du cancer de la prostate. Et l'abondance de l'amylase, par exemple, signe la pancréatite. S'il y a une forte concentration d'amylase, ça prouve qu'il y a une inflammation du pancréas ou des hémorragies aiguës. La présence de certaines enzymes dans le sérum est le signe d'une nécrose pucellaire importante. L'identification de ces enzymes telles que la ALDH, la PAL, etc., de ces enzymes permet de localiser la nécrose et surtout le dosage qui permettrait d'en mesurer l'étendue, c'est-à-dire quelle est la prolifération de cette nécrose. Donc, elle a proliféré ou bien elle s'est étendue à quel organe? Ça, c'est très important aussi à savoir. Dans l'infarctus du myocarde, il y a augmentation de la glutamate oxaloacétate transaminase. Donc, comme on vient de le dire, que les enzymes sont très importants, leur dosage est très important parce qu'il vous permet de diagnostiquer des pathologies, c'est-à-dire de vous permettre de diagnostiquer les maladies qui sont en relation avec soit l'augmentation ou la diminution de la concentration de ces enzymes, soit dans les humeurs, soit dans le sang, dans le sérum, etc. On vient de le dire que dans l'infarctus du myocarde, l'augmentation de la GOT c'est quoi? C'est l'enzyme qui transforme le glutamate en oxaloacétate par transamination. De la créatine phosphokinase et de la lactate déshydrogénate. Donc, s'il y a augmentation de la GOT, de la CP, de la LDH, on peut diagnostiquer comme étant un infarctus du myocarde. Donc, ces enzymes sont très importants, leur dosage est très important. Il peut nous orienter quant à la maladie, quant à l'étendue de la maladie. Donc, c'est très, très important, le dosage de ces enzymes, par spectrophotométrie ou par une méthode de dosage photométrie ou spectrophotométrie. Dans l'hépatite virale, par exemple, si on a un virus, il y a augmentation des activités de la glutamate pyruvate et de la glutamate oxaloacétate transaminase. De la phosphatase alcaline, donc augmentation de la GOT, augmentation de la phosphatase alcaline, de la leucine aminopeptidase, preuve que ce patient a une hépatite virale. Donc, l'avant-dernier slide, je pense. Donc, l'alimentation va vous ramener des protéines. Ces protéines sont dégradées en acides aminés. Au niveau des villosités intestinales, il y a absorption des acides aminés dans la phénylalanine. Donc, la phénylalanine, issue de l'alimentation, va servir pour la synthèse des protéines, de nos protéines. On a dit dans le cours que ces protéines se renouvellent sans cesse. On a besoin de pratiquement 70 grammes de 250 à 300 grammes de protéines dans 3 sources qui sont soit la protéolyse qui va nous donner des acides aminés, soit
l'apport endogène, soit l'apport exogène qui est l'alimentation. Donc elle va nous ramener la phénylalaline qui est un acide aminé indispensable. Il va servir pour la synthèse des protéines. Parce qu'on ne peut pas le synthétiser, la phénylalaline. Cette phénylalaline, ou bien les protéines de notre corps vont se protéolyser une fois la durée de la demi-vie plasmatique terminée. Donc la dégradation par protéolyse de ces protéines va nous donner la phénylalaline. Cette phénylalaline peut, en présence de la phénylalaline hydroxylase, va se transformer en tyrosine, bien sûr. On a dit, en absence de phényl, la tyrosine devient à son tour indispensable. Mais s'il y a la phényl, en présence d'une hydroxylase, la phényl est transformée en tyrosine, parce que la tyrosine est précurseur de plusieurs hormones, etc. Cette tyrosine va servir aussi pour la synthèse des protéines dont notre corps a besoin, ou que les protéines par protéolyse vont nous donner de la tyrosine. L'alimentation aussi, elle peut à son tour ramener de la tyrosine, qui va se transformer en mélanine, qui est responsable de la pigmentation de notre peau. Cette tyrosine, soit qu'elle est catabolisée, soit qu'elle est catabolisée et excrétée dans les urines, soit qu'elle est transformée en T3, T4, soit qu'elle est transformée en adrénaline, en noradrénaline. Il y a plusieurs destinées. Le masser à la tyrosine est divers, il y a plusieurs destinées. La phénylalaline, c'est pareil. Soit que la phénylalaline, issue de l'alimentation ou issue de la protéolyse, en présence d'une phénylalaline transaminase, est transformée en acide phénylpyruvique, soit qui sera excrétée dans les urines, soit qu'elle sera catabolisée, c'est-à-dire dégradée totalement, et excrétée dans les urines. Ça, c'est de façon générale le métabolisme de la phénylalaline, expliquant les perturbations biochimiques de la phénylcétonurie. Dans le cas où la phénylhydroxylase est absente, c'est-à-dire le déficit de cette enzyme, la phénylalaline ne sera pas transformée en tyrosine, en mélanine ou en protéine ou catabolisée et excrétée. Elle va être transformée en acide phénylpyruvique. Et là, on va retrouver la phénylalaline dans les urines. C'est ce qu'on appelle la phénylcétonurie. Dans le cas où elle n'est pas transformée par manque de cette enzyme, on va la retrouver dans les urines. Or, dans les urines, ne doit pas y être les acides aminés. En conclusion, on peut dire que les enzymes sont des protéines douées de propriétés de catalyse, des réactions biochimiques, de métabolisme, trois grands pouvoirs, le pouvoir catalytique, le pouvoir qu'est-ce qu'on a dit aussi, de reconnaître le substrat et d'identifier le substrat, le pouvoir de la réaction, donc ils sont spécifiques de la réaction du substrat, ils ont un grand pouvoir catalytique, le fait qu'ils peuvent augmenter la vitesse de la réaction enzymatique des milliards et des milliards de fois, c'est ça le rôle d'un catalyseur. Ces enzymes aussi ont un grand pouvoir, et le grand pouvoir surtout réside dans la régulation des métabolismes. Donc c'est un très grand pouvoir. Ces propriétés sont la clé qui permet aux enzymes d'accomplir une grande partie du métabolisme des organismes vivants en réalisant des réactions métaboliques. Ainsi s'achève le chapitre de l'enzymologie. Je pense avoir transmis le maximum d'informations. Je vous remercie de votre attention et bon courage pour l'examen.